Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Perrine Corvézier. Avec Amélie Dag, mon associée, nous avons créé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil comportemental qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux, suivez Talents Précieux sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez. Je suis quelqu'un qui donne tout à son job. Je sais pas faire autrement que tout donner à mon job. Donc il faut que je trouve un job qui me donne tout aussi et qui me donne cet équilibre manuel-intellectuel. Karine Der est chocolatière. La petite fille qu'elle était envisageait de vivre différents métiers. Elle avait vu juste, car c'est après un parcours professionnel dans l'informatique que Karine a créé sa chocolaterie, Mon Jardin Chocolaté. Elle raconte sa reconversion, les étapes de sa formation, les évolutions de sa société, le positionnement choisi pour ses chocolats et les objectifs qu'elle ambitionne d'apporter à son entreprise. Karine partage son besoin d'équilibre entre l'aspect manuel et l'aspect intellectuel de son métier. Elle évoque les différentes facettes de son rôle, parfois chef d'équipe, parfois employée polyvalente, parfois sur des réflexions de positionnement stratégique, parfois à la comptabilité. C'est une entrepreneuse. Dans cette conversion enregistrée, elle parle de son équipe composée d'apprentis, de personnes en insertion professionnelle avec lesquelles elle doit adapter son rythme et son attention. Pour réussir, c'est une recette composée de vigilance, de connaissance de soi, de jalousie, de bienveillance, de persévérance, d'audace, de respect des autres, de délicatesse et de force que Karine met en œuvre. Écoutez cet épisode qui sera encore meilleur si vous l'écoutez en dégustant 1 ou 2 ou 3 chocolats de Mon Jardin Chocolaté. Bonne écoute. Bonjour Karine. Bonjour Perrine. Merci de me consacrer du temps. Je voulais savoir comment est-ce que tu te présentes. Bienvenue. Je m'appelle Karine et je suis chocolatière. Ma chocolaterie, c'est la chocolaterie qui fait du bien. À la fois parce que le chocolat, ça fait du bien et mes chocolats en particulier qui ont du goût, qui sont fabriqués avec des ingrédients sains, sans conservateurs, sans additifs. Mes chocolats font du bien à ceux qui les consomment. Et puis, travailler à la chocolaterie, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien d'abord à moi, et puis aussi aux autres personnes qui travaillent avec moi, mes apprentis, les personnes en insertion professionnelle, et même les amis qui viennent donner un coup de main ponctuel pendant leurs vacances pour se détendre. Je sens que c'est un temps qui les détend. Donc voilà, ce que j'ai envie de présenter aujourd'hui, c'est bonjour, je suis Karine, la chocolatière qui va vous faire du bien. C'est top. T'as toujours été chocolatière ? Pas du tout. Je suis aussi ingénieure en informatique. En fait, j'ai suivi un cursus scolaire très classique de fille de prof de maths. Je savais pas très bien ce que je voulais faire. J'avais fini, alors je me posais beaucoup de questions existentielles. Je me souviens quand j'étais collégienne sur est-ce que je veux vraiment suivre un cursus général et pourquoi pas les cursus techniques, parce que j'ai toujours beaucoup aimé travailler avec mes mains. Mais avec une mère prof de maths qui elle avait galéré justement pour faire des études. Ne serait-ce qu'aller jusqu'au bac, parce que dans sa famille c'était pas vraiment ça l'objectif. Il était hors de question que je fasse moins bien qu'elle. Et j'avais fini par résoudre mon dilemme en me disant c'est pas très grave, de toute façon 40 ans de carrière c'est hyper long
Et je pourrais toujours retourner sur les bancs de l'école au bout de 20 ans de carrière et me reconvertir. Donc en fait, dès mes 12 ans, je m'étais dit, je pourrais faire plusieurs métiers, parce qu'il y avait 50 métiers qui m'intéressaient. Il y avait trop de choses intéressantes pour en faire qu'une seule. J'ai un peu oublié ça, j'ai suivi le parcours scientifique, maths sup, maths spé, parce que je pouvais, sans trop savoir pourquoi j'y allais, mais je pouvais, donc j'y allais. J'ai fait une école d'ingénieur, où là j'étais très contente parce que ce que je faisais me plaisait bien. J'ai commencé ma carrière sur des sujets que j'aimais beaucoup parce que je faisais des sites internet. Donc le résultat est concret, c'est joli, on clique, ça marche. On fait des choses, enfin on fait des sites internet, quoi. C'est assez concret en fait. Et puis petit à petit, alors à cette époque j'étais aussi, je débutais donc j'étais au bas de l'échelle. J'avais pas trop de pression et j'avais aussi du temps et de l'énergie pour me consacrer à ce que j'aimais faire avec mes mains. Donc je me cousais des vêtements, je faisais de l'encadrement, voilà, je faisais beaucoup de travaux manuels. Que tu apprenais par toi-même, c'est-à-dire que tu te disais tout d'un coup je vais faire de l'encadrement, ou tu prenais des cours, tu te formais? En général, j'ai pris des cours à un moment donné pour me lancer. Et après, pour l'encadrement, c'est quand j'étais étudiante, ma mère m'avait offert des cours avec une amie à elle. Donc j'avais pris quelques cours d'encadrement. Pour la couture, c'est une amie à moi qui avait pris des cours et qui m'a transmis ce qu'elle avait appris. Donc oui, je suis assez scolaire, assez docile. Donc j'ai toujours besoin de suivre un maître au départ, un maître ou une maîtresse. Je faisais des sites internet et petit à petit j'ai monté les échelons. Donc j'ai dirigé les projets de création de sites internet et puis j'ai eu besoin d'évoluer. Je suis devenue consultante en système d'information, c'est-à-dire que j'aidais les entreprises à mettre au point leurs outils informatiques. Et petit à petit, à force de monter les échelons, j'avais de plus en plus de responsabilités. Je travaillais de plus en plus et mon job a fini par consommer toute mon énergie, ce qui fait que j'avais plus ni du temps ni d'énergie pour faire du travail avec les mains à côté. J'arrivais juste un peu à faire un peu de la cuisine et de la pâtisserie quand même pour me détendre, mais c'était vraiment pas suffisant en fait pour moi. Donc il y a eu une grosse perte d'équilibre et c'est à ce moment-là que mon idée de mes 12 ans m'est revenue. Je me suis dit mais en fait j'ai toujours dit que j'allais me reconvertir un jour, peut-être que c'est le moment. Donc je suis allée faire un bilan de compétences. Et donc c'est au cours de ce bilan de compétences que j'ai compris pourquoi j'allais mal. C'est parce que j'avais besoin de cet équilibre entre manuel et intellectuel. Au fil de l'eau, à force de réfléchir pendant le bilan de compétences, je me suis dit bon, je suis quelqu'un qui donne tout à son job. Je sais pas faire autrement que tout donner à mon job. Donc il faut que je trouve un job qui me donne tout aussi et qui me donne cet équilibre manuel-intellectuel. Et tu l'as trouvé avec Mon Jardin Chocolaté? Oui, je l'ai trouvé et j'ai passé par exemple là en novembre, décembre, janvier, un hiver que j'ai adoré parce que tout ce que j'aime faire était réuni. C'est-à-dire que j'ai une petite équipe maintenant de gens avec qui j'adore travailler. On avait énormément de travail et en fait j'étais un peu l'employée, à la fois la chef qui coordonne le tout et en même temps l'employée polyvalente qui va combler les besoins là où il y a à chaque fois qu'il y a un grain de sable en fait j'allais mettre de l'huile dans les rouages, ce qui signifie aussi mettre la main à la pâte. Donc je manageais ma petite équipe. Quand il fallait fabriquer, je fabriquais. Quand il fallait vendre, j'allais vendre et donc j'avais le contact client, le retour client. Quand il fallait faire de la compta, je faisais de la compta. Et tout ça, c'était vraiment ce pourquoi je me suis reconvertie. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu moins vrai parce que la haute saison du chocolat est finie.
Et donc, pour que mes apprentis aient un petit peu de travail à la chocolaterie, moi, je peux plus y mettre les pieds. Ce qui fait qu'en ce moment, je ne fabrique plus du tout. Donc, j'ai plus du tout de travail manuel et ça me manque. Donc, voilà, je suis mieux en hiver qu'en été. Tu t'es pour le coup formée, devenir chocolatière. Là, t'as passé un CAP, j'imagine, c'est ça? Oui, j'ai passé un CAP chocolatier. Chocolatier. C'est une formation qui dure quoi? Combien de temps? En général, c'est une formation qui dure 1 an, pendant lequel on est en apprentissage. C'est-à-dire que mes apprentis, ils restent 1 an avec moi, 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Moi, j'ai suivi une formation un peu particulière parce que j'étais en reconversion. Il fallait que ça aille vite. Donc, tout a été regroupé en 5 mois. Et après, tu t'es lancée. Ta propre entreprise, dans un nouveau domaine, à partir de tes mains. C'est ça? Oui. Alors, j'ai quand même fait quelques stages. J'ai été commis chocolatier dans une belle chocolaterie pendant un peu plus de 6 mois avant de me lancer. Parce que mon côté très scolaire avait besoin de me prouver que j'étais capable de travailler en chocolaterie. C'est un temps qui m'a fait du bien aussi, parce qu'avant de me reconvertir, j'étais manager, donc j'avais beaucoup de pression, une équipe aussi à entraîner. Et être commis chocolatier, c'est retourner au bas de l'échelle, juste suivre les ordres, ne pas réfléchir. Ça m'a fait du bien. Ça m'a un peu dépoussiéré, reposé les neurones. Et puis, un peu plus d'1 an après avoir eu mon CAP, je me suis lancée dans ma propre aventure. Aujourd'hui, tu disais que tu as une petite équipe. Est-ce que tu peux nous parler un peu des personnes avec qui tu travailles? Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce que vous collaborez? Comment est-ce que vous communiquez entre vous? Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Alors, dans mon équipe, j'ai plusieurs profils. Donc il y a mes apprentis dont j'ai déjà parlé. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai tendance à toujours embaucher des apprentis qui sont eux aussi en reconversion. Souvent plus jeunes, c'est-à-dire que y en a qui ont pas forcément fini leurs études précédentes et ils sont compris plus vite que moi qu'il fallait qu'ils fassent autre chose. Mais voilà, c'est toujours des profils assez âgés, assez mûrs. Donc on a ce terrain commun d'avoir déjà eu des expériences professionnelles différentes avant de passer au chocolat. Et donc avec mes apprentis, c'est plutôt ils sont là pour apprendre. Donc je leur enseigne ce que je sais. Et je les mets le plus possible au contact, c'est-à-dire que c'est eux qui sont là pour apprendre à faire du chocolat. Et alors ça les perturbe un peu au début, mais donc c'est eux qui font. Et moi je me mets une fois que je leur ai montré, expliqué et que j'ai vu qu'ils savaient reproduire mon tour de main. Après il faut pratiquer. En fait, le seul secret pour bien faire du chocolat, c'est d'en faire des milliers de fois, comme tout. Et donc je leur donne assez vite la responsabilité du produit. Et moi je vais faire la vaisselle, le reste, tout en surveillant ce qu'ils font. Donc ça les perturbe un peu parce qu'effectivement je me garde pas forcément pour moi le travail valorisant. C'est à eux d'apprendre. Et après j'ai aussi un autre profil de personnes c'est des personnes en insertion professionnelle qui nous aident à la chocolaterie sur des tâches qui nécessitent pas de qualification en chocolaterie. Et donc ces personnes-là, c'est un peu différent parce que c'est des personnes très éloignées de l'emploi. C'est un public pas forcément facile avec qui on travaille, qui a souvent été à la rue pendant un moment et qui est depuis pas très longtemps en train de se reconstruire. Donc ce sont des personnes qui n'ont pas du tout confiance en elles, qui ont besoin d'être rassurées, bien encadrées
Et en même temps, il faut faire très attention de ne pas les laisser dériver. Il faut leur expliquer, faut leur apprendre à être fiable, à être persévérant. Donc, faut pas les lâcher. Donc voilà, il y a une espèce de mélange entre bienveillance et fermeté. Et donc ces personnes en insertion sont toutes différentes, donc il faut toutes les traiter de façon différente. Il y en a avec qui je suis extrêmement encourageante parce que je sens qu'elles ont énormément besoin de reprendre confiance en elles. Et il y en a d'autres avec qui je suis plus ferme parce que je me rends compte que ça pourrait dériver plus facilement, etc. C'est un choix de ta part de prendre ce type de profil pour t'aider, parce que c'est un cadeau que tu leur fais, un risque pour ton entreprise, même si j'imagine qu'il t'aide à contribuer au bien la bonne marche de ton entreprise. Tu aurais pu prendre des profils plus classiques, je sais pas, des stagiaires, des stagiaires d'école de commerce. Voilà. Pourquoi est-ce que tu as choisi de prendre ce genre de profil en réinsertion professionnelle? En fait, c'est plutôt une histoire d'opportunité. C'est parce que j'ai eu la chance de trouver un local dans un lieu qui s'appelle Les Grands Voisins, qui se situe à Paris, dans le sud de Paris, qui est un ancien hôpital occupé en ce moment par une association d'hébergement d'urgence. Et cette association, pour financer le loyer qu'elle paye, sous-loue les rez-de-chaussée à des artisans ou des entrepreneurs ou ou d'autres associations. Et donc le loyer, je paye un loyer très modéré parce que on est dans un endroit éphémère qui va fermer dans 1 an pour laisser la place à d'autres choses. Et on est dans un endroit qui nécessite d'être complètement refait, donc on n'est pas forcément on n'est pas dans du neuf, on est dans du très très ancien. Donc je paye un loyer modéré, et le loyer modéré que je paye finance les hébergements d'urgence des personnes qui sont logées dans les étages au-dessus de moi. Et donc voilà, le fait que je sois à cet endroit fait que j'ai sur place une association qui organise du travail en insertion professionnelle et qui encadre ce travail de façon très bienveillante, très efficace. Et c'était pas un objectif pour moi au départ, mais quand l'opportunité s'est présentée, c'est devenu une évidence. Parce que ça fait partie de mes valeurs, parce que j'aime ça. Il y a aussi un côté très pratique pour moi, parce que ces personnes-là ne sont pas mes salariés à moi. J'ai pris aucun risque. Moi, je ne paye qu'une prestation pas très chère, que je paye à l'heure à l'association. C'est-à-dire que j'ai besoin, en général, la haute saison du chocolat, c'est de septembre à Pâques, octobre à Pâques. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup de besoins. Donc, il y a 3 personnes qui se relayent tous les matins. Donc, j'utilise 12 à 15 heures de temps de travail. Et puis là, en ce moment, j'ai besoin de rien. Donc, c'est 0. Et donc, très souple. Hyper flexible pour moi. Ensuite, tu parlais du risque que je prenais. L'association s'arrange justement pour que personne ne soit mis en situation d'échec, ni la personne en insertion, ni l'artisan qui l'embauche. Donc, ils accompagnent énormément la personne, surtout au début. Et donc, au début, c'est pas une personne que j'ai, mais 2. C'est-à-dire la personne en insertion et son accompagnateur. Ce qui fait que ma productivité est rarement mise en péril. Et donc ce public-là, ce que je te disais, c'est pas toujours facile. Donc des fois ils se présentent pas. S'ils sont pas là, en fait, le moniteur va le remplacer. Donc je prends pas tant de risques que ça. J'ai juste un peu, à chaque fois que j'accueille un nouveau, un peu de perte, c'est-à-dire des chocolats ratés. Mais comme ma politique, c'est de toujours faire goûter mes chocolats à tous mes clients, les chocolats ratés passent en dégustation, donc ça reste au service de l'entreprise.
Parfait. Tu as aussi des associés avec lesquels tu travailles? Oui. Qui mettent la main à la pâte, j'imagine, à certains moments, c'est ça? Oui. J'ai 2 associés. Le premier, c'est aussi mon associé dans la vie. C'est Yannick, qui il a, je pense, 2 rôles dans l'entreprise. Un peu souterrain et qu'on ne voit pas, qui est de me soutenir au quotidien, de me nourrir. Et donc, voilà, d'être là pour moi tout le temps. Et parfois aussi, il est là pour l'entreprise, dans le sens où si un samedi après-midi, j'ai une obligation, il va tenir la boutique à ma place. Ou si j'ai plusieurs stands à tenir un dimanche, il va aller en tenir un pour moi. Et puis, Yannick, il est consultant en organisation. Et donc, il m'aide beaucoup sur la partie process. Par exemple, j'ai un processus de traçabilité que j'ai dû mettre en place pour avoir le label bio. Et on a un super tableau dont je suis très fière, avec plein de post-it qui nous permet de suivre les lots de matières premières qu'on utilise au moment où on prépare une recette. Et notre process est hyper simple. Et donc, on le suit de façon très fluide. Et ça, c'est grâce à lui. C'est parce qu'il a réfléchi avec moi à ce process, par exemple. Et notre associée, c'est Laura, qu'on a interviewée dans ce podcast. C'était dans les premières, donc vous pouvez le réécouter, je mettrai le lien. Oui, ma deuxième associée, c'est Laura, qui est directrice marketing. Quand on s'est rencontrés, je lui ai demandé de m'aider à revoir mon image de marque, parce que quand j'ai démarré, j'étais toute seule, j'ai tout fait toute seule, y compris mon logo, mon image de marque. Et en tant que consultante en informatique, c'était très maladroit, parce que je sais pas faire ça. Et donc, quand Laura a travaillé pour moi, on a beaucoup réfléchi à mes valeurs, à ce que je voulais porter avec mon jardin chocolaté. Et elle a fait un travail exceptionnel, je trouve, parce que aujourd'hui, ma marque me ressemble plus depuis qu'elle a travaillé que avant, quand c'était moi toute seule qui l'avais faite. Voilà, c'est tout le talent de Laura. Aujourd'hui, elle m'aide énormément pour poursuivre sur l'image de marque et sur le développement d'entreprise. On craque les sujets les uns après les autres. Donc quand elle a intégré l'entreprise, on a craqué mon image de marque, qui était son métier à elle de cœur. Et puis on a passé une bonne année à craquer la communication. Maintenant, on a un système bien rodé. Aujourd'hui, on est en train de craquer le commercial, la distribution. Et pour demain, on commence à préparer la manière dont on va développer l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai ma petite idée pour développer mon jardin chocolaté sans en faire une chocolaterie semi-industrielle ou même industrielle. Voilà, pour diffuser mes chocolats partout en France ou même dans le monde, tout en gardant le côté très artisanal. On suivra ça. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous raconter un succès professionnel, un moment dont tu es fière, où tu as eu l'impression de faire la différence, de faire bouger les lignes? Alors ça peut être un énorme projet, ça peut être un tout petit succès, mais ton succès professionnel que tu peux partager. J'ai peur d'être un peu hors sujet, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est il y a pas très longtemps, j'ai été jury pour un CAP. Et j'ai adoré cette expérience, déjà parce que j'étais de l'autre côté du miroir. Seulement, j'ai eu mon CAP en 2012, on est en 2019, donc 7 ans après avoir eu mon CAP, j'étais déjà de l'autre côté du miroir. C'était très rigolo, ça me rappelait mes souvenirs quand moi j'étais sur ma table en train de passer mon CAP. Et j'appréhendais un peu ce moment parce que j'ai tendance à rester éloignée du monde des chocolatiers. Je fais ma petite affaire dans mon coin.
Et donc là, c'était une occasion d'échanger avec des professionnels qui sont là dans la profession depuis plus longtemps que moi, et qui sont peut-être plus engagés dans la confédération, etc. Donc je me demandais un peu comment j'allais être accueillie là-dedans. Et bon, au début, on se connaît pas, on fait connaissance, on parle, on échange, rien de spécial. Et à la fin de la deuxième journée, je sentais mes confrères étaient un peu à la recherche, me questionnaient beaucoup sur mon expérience, sur ce que je faisais, et je sentais peut-être une sorte d'admiration pour ce que j'avais accompli. Et ça m'a fait énormément plaisir parce que ça m'a confortée, enfin, comment dire, ça t'a légitimé dans ce moment-là? Exactement, ça m'a légitimé, ouais. Et tu pensais pas que tu avais ta place de manière aussi honorifique que ça avant de faire partie de ce jury-là? Pas forcément. Je suis quelqu'un qui a facilement le syndrome de l'imposteur. Donc j'avais des indices parce que, par exemple, le formateur de mes apprentis, ça fait 2 ans que j'ai des apprentis qui sont formés par lui. On s'apprécie beaucoup. Et donc, j'avais l'occasion d'échanger avec lui et il m'avait dit que lui trouvait que aucun autre chocolatier ne fait travailler des personnes en insertion, des démarches comme ça. Et donc, il me l'avait déjà un peu exprimé. Mais voilà, là, c'était un peu plus... C'était pas plus formel, mais un peu plus concret pour moi. Et ça m'a fait du bien. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a t'as mis beaucoup de toi dans cette société. C'est-à-dire que tu prends des décisions sur des positionnements comme le bio, par exemple, où tu vas travailler avec des gens en réinsertion professionnelle par opportunité, mais n'empêche que tu le fais. Est-ce que tes chocolats sont différents des autres, et en quoi ils sont différents des autres? Est-ce qu'il y a aussi un côté techniquement différent, ou est-ce que finalement c'est toi, Karine, avec ta marque, avec les décisions que tu prends, qui fait que tu as une marque très particulière et très singulière? Mes chocolats sont plus gros que les chocolats traditionnels. Ils font à peu près 12 grammes, alors que chez les artisans chocolatiers, c'est plutôt entre 4 et 6 grammes. Donc, ils sont 2 à 3 fois plus gros. J'ai aussi fait le choix d'utiliser des moules, parce qu'il y a 2 techniques pour fabriquer des chocolats. Ça, on utilise un moule, donc on met une petite coque, on fabrique une coque de chocolat dans le moule. Et ensuite, on met ce qu'on veut à l'intérieur, une ganache fondante, un praliné croustillant, un caramel coulant. Soit l'autre technique consiste à fabriquer d'abord l'intérieur, par exemple la ganache. Donc il faut qu'elle soit quand même assez ferme. On la découpe en petits carrés et ensuite on la passe sous du chocolat qui va l'enrober. Voilà. Le résultat en bouche est différent parce que quand on enrobe, le chocolat a séché à l'air, il reste quand même relativement poreux. Et en fait, il est juste là pour protéger l'intérieur, mais il n'est pas là pour apporter ni du goût ni de la texture. Donc voilà, il a le plus gros de la texture, c'est l'intérieur, et le goût, c'est l'intérieur aussi. Avec ma technique, le fait que la coque est durcie contre un moule fait que c'est beaucoup plus l'extérieur est beaucoup plus croquant. Et j'ai aussi fait le choix de garder un chocolat qui a beaucoup de goût pour l'extérieur, ce qui fait que quand on croque dans un de mes chocolats, on a 2 expériences. On a le croque dans quelque chose d'un peu dur comme une tablette, même si c'est très fin, et on a ce chocolat qui a pas mal de goût, qui revient en bouche à la fin. C'est-à-dire qu'on croque. Ensuite, on a le fondant ou le coulant ou le croustillant de l'intérieur. Il y a le goût de l'intérieur qui se déploie. Et à la fin, le chocolat de la coque qui revient terminer la dégustation.
Et le troisième parti pris que j'ai, c'est de faire des chocolats qui ont beaucoup de goût, avec très peu de conservateurs, enfin avec pas de conservateurs en fait, si ce n'est le sucre ou le miel, qui sont des conservateurs qu'on utilise naturels, voilà, nécessaires aux conservations du chocolat, j'imagine. Oui, et c'est pour ça qu'on fait des confitures et des pâtes de fruits, c'est pour conserver les fruits. Donc voilà, je n'utilise que ça, contrairement à beaucoup de chocolatiers qui utilisent par exemple du glucose, qui est un sucre mais transformé, qui est justement très intéressant parce que il conserve aussi bien que le sucre, mais il en a pas le goût. Ce qui fait que nous, quand on le consomme, on se rend pas compte qu'on a mangé du sucre parce qu'il n'y a pas le goût. Mais à la digestion, le sucre, il est là. Donc moi, je trouve que c'est une manière de tricher avec son métabolisme. Et je veux pas. Moi, quand tu manges un chocolat, tu sais que tu te fais un plaisir, que tu manges du sucre. Et quitte à faire ça, autant que ce soit franc et que ce que tes papilles t'envoient comme signal que le signal, comment dire ça, le chocolat sur tes papilles te fait envoyer un signal à ton estomac en te disant tu vas digérer ça, et c'est vraiment ça que tu as. Alors que les sucres alternatifs comme le glucose ou même les édulcorants, alors le glucose te dit pas sur les papilles que tu vas devoir digérer du sucre. Donc quand ça arrive à ton estomac, ton corps a pas prévu de digérer du sucre et il le digère pas correctement. À l'inverse, les édulcorants te font croire que tu vas digérer du sucre, donc tu prépares toute la machine pour digérer du sucre et finalement t'en as pas, ce qui est pas bon non plus. Donc voilà, avec mes chocolats, tes papilles te disent tu vas avoir du sucre à digérer, tu prépares la machine, t'as du sucre à digérer, tout se passe bien. C'est un peu technique tout ça. Non, mais c'est intéressant parce que c'est effectivement tu vas jusqu'au bout de ta démarche d'une belle marque. Enfin, en tout cas, c'est mon appréciation. Merci. Et t'as aussi des ingrédients. Moi, j'ai goûté chez toi des chocolats à la graine de courge, avec vraiment des goûts que j'ai trouvés originaux. Et là aussi, tu assumes ce que tu mets dans le chocolat, c'est-à-dire qu'on le voit, on le reconnaît. On voit dépasser une graine de courge, on voit dépasser un bout du fruit que tu mets dedans. Oui, alors ça c'est parce que comme j'ai fait c'est plein de choix logistiques et techniques, etc. J'ai fait un choix logistique qui a été d'avoir toujours la même forme de chocolat. Donc il faut qu'on sache ce qu'il y a à l'intérieur. Et alors avant de rencontrer Laura, mon associée qui m'a aidée sur la partie marketing, je mettais des décors mais colorés sur les chocolats pour les différencier. Mais ça brouillait un peu mon message, déjà parce qu'il y avait des colorants, ce qui ne me convenait pas, ce qui est pas bio en plus, et aussi parce que des gens croyaient que ma recherche était artistique avec ces décors, alors que pas du tout. Donc c'est en travaillant avec Laura qu'on a trouvé la solution pour que effectivement l'intérieur du chocolat soit annoncé par l'ingrédient posé sur l'extérieur. Donc il y a une graine de courge dans mon chocolat à la graine de courge, quelques graines d'anis sur mon nouveau chocolat à l'anis, etc. T'as un métier, tu disais, où tu peux être en train de fabriquer le chocolat, en train de faire de la compta, en train de le vendre, et j'imagine en train de l'emballer, en train de prendre des commandes ou d'expédier. Est-ce que tu t'imaginais, en te formant à devenir chocolatière, que ce métier serait aussi varié et complet? J'avais un peu entrevu ça, parce que ce projet de reconversion, c'était quand même un grand projet de vie. Et avant de me lancer, avant de tout quitter pour ça,
J'avais fait un stage de seulement 3 jours, mais qui m'avait quand même permis de voir dans une petite chocolaterie de mon quartier. Donc j'avais vu qu'il fallait passer du temps. Moi, j'étais plutôt restée côté labo, donc à la fabrication. J'avais aidé les apprentis à fabriquer les chocolats. Mais je voyais dans la boutique les vendeuses qui s'occupaient du conditionnement, donc de la mise en boîte et de la vente. J'ai vu le chocolatier tenir une comptabilité. Et puis moi, de par mon ancien métier, j'étais consciente, j'ai travaillé pour des comptables, donc j'étais consciente de ce que ça pouvait être aussi, cette partie administrative. J'ai aussi plusieurs amis entrepreneurs avec qui j'ai beaucoup discuté. Donc j'avais entrevu qu'il faudrait être au four et au moulin. Et j'avais justement compris que dans ce métier, il vaut mieux être à 2, un pour fabriquer, un pour vendre. Et que ma principale difficulté serait que j'allais être toute seule, à la fois pour fabriquer et pour vendre. C'est pour ça que quand j'ai démarré dans mon jardin chocolaté, j'avais pas de boutique. J'avais choisi d'avoir juste un lieu de fabrication, une boutique en ligne, et d'aller sur des marchés pour me permettre d'alterner des moments de fabrication et des moments de vente. Et voilà, pour être capable de tout faire. Ce qui a été très très difficile. Aujourd'hui, j'ai la chance maintenant donc d'avoir des employés avec moi et on a pu ouvrir un petit coin boutique juste devant la chocolaterie. On garde des horaires assez serrés. Alors les clients s'en plaignent, mais j'y tiens. On ouvre seulement à la fin de la semaine, seulement l'après-midi, pour pouvoir garder des temps de fabrication sans être interrompu. Mais voilà, la chance de plus être toute seule, c'est que maintenant on peut gérer aussi les clients en même temps que la fabrication et c'est beaucoup plus agréable en fait. Est-ce que tu appartiens à un réseau, alors d'entrepreneurs, de chocolatiers, de femmes, voilà? Ben, en ce moment, j'ai longtemps été dans un groupe BNI qui m'a beaucoup aidée pour démarrer, pour pas être toute seule, pour être accompagnée, pour apprendre à me présenter, rencontrer du monde. J'ai rencontré plusieurs de mes fournisseurs avec qui je travaille encore et aussi des clients avec qui je travaille encore. Et j'ai 3 copines entrepreneurs avec qui on se fait des dîners. Oui, c'est ça, 3 copines. On se voit 2 ou 3 fois par an. 2 autres copines qui ont été mes voisines aux grands voisins, qui le sont plus, donc on déjeune régulièrement ensemble, parce que on a démarré ensemble aux grands voisins et nos entreprises sont très différentes, mais on a quand même évolué un peu ensemble et on aime beaucoup échanger sur nos expériences, se donner nos idées, se donner nos avis, se donner nos contacts. Mais je fais plus partie en ce moment d'un réseau en particulier. Alors je me suis inscrite dans un réseau qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, qui a l'air très chouette. L'objectif, c'est d'aller raconter à la jeunesse que entreprendre, c'est pas si compliqué et que l'esprit entrepreneurial, c'est plutôt un état d'esprit. C'est-à-dire, j'entreprends ma vie. Être entrepreneur, c'est faire en sorte de faire ce qu'on aime faire. Et on peut faire ça tout en étant salarié. On n'est pas obligé de créer une boîte pour avoir l'esprit d'entreprendre. Et donc l'idée, c'est d'aller témoigner dans des collèges, dans des lycées, dans des facs de mon expérience. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller témoigner, mais j'ai hâte d'avoir une première expérience là-dedans. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelqu'un qui t'a vraiment marqué dans ta carrière en positif, c'est-à-dire quelqu'un qui t'a vraiment inspiré, que tu as admiré, et surtout nous raconter ce qu'il faisait de particulier, pourquoi est-ce que tu l'admirais tant, ou c'est au présent, hein? Alors c'est peut-être en ce moment, je pense beaucoup à mon amie Christy. C'est Christy qui m'a présenté Laura. Christy est une de ses amies. Bref, c'est le réseau de Christy.
Je pense beaucoup à elle en ce moment parce qu'on fait un événement avec elle la semaine prochaine à propos de l'ikigai, qui est le concept japonais qui consiste à faire le job qui nous donne envie de nous lever le matin. Je mettrai le lien. Elle a écrit un livre il y a un peu moins d'un an. Je mettrai le lien aussi dans les notes du podcast. Super. J'avoue que j'ai pas lu son livre parce que je considère que j'ai trouvé mon ikigai. Mais j'ai aucun doute, ouais, je connais très bien son travail. Je suis sûre qu'il est très bien. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'elle fait de particulier qui te fait l'admirer ou? Je trouve qu'elle sait très bien gérer son ambivalence. Alors si elle nous écoute, j'espère qu'elle le prendra pas mal. Mais on a papoté hier au téléphone et parce on a échangé sur son livre et notamment sur le sommaire de son livre pour préparer la conférence de la semaine prochaine. Et il y a des têtes de chapitre qui m'interpellent, notamment à propos de la colère et de la jalousie. Et elle me racontait qu'elle pouvait être extrêmement jalouse. En fait, je trouve qu'elle assume ses côtés noirs en les transformant en richesse. Mais peut-être que je suis un peu jalouse. C'est rigolo parce qu'elle me disait questionne ta jalousie parce que c'est ça qui va te montrer ce que tu as envie de faire pour plus tard et te donner les premiers jalons pour arriver là où tu as envie d'être. En fait, quand j'y réfléchis, je me trouve trop lisse. C'est-à-dire, je me souviens pas d'être jalouse. Je me souviens pas avoir été jalouse vraiment de quelqu'un ou d'avoir été piquée. J'ai du mal à interroger ma colère parce que j'ai du mal à ressentir ma colère, à comprendre que je suis en colère. Et voilà, je pense que c'est ça que j'admire, c'est le fait qu'elle vive ses émotions pleinement et qu'elle les exploite à fond. Un beau témoignage. J'espère qu'elle nous écoutera. Ouais. Et puis si elle veut devenir une de nos invitées, elle sera la bienvenue. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris récemment, professionnellement, où tu t'es dit, si je l'avais su plus tôt, ça m'aurait quand même bien aidé? J'ai pas d'exemples qui me viennent en tête. Ok. Alors qu'est-ce que tu dirais à des jeunes personnes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? De suivre leurs rêves. C'est ce que je conseille par exemple à mes apprentis. Les 2 premières apprentis que j'ai eues, alors c'est un peu déceptif pour moi parce qu'en fait leur passion c'est la pâtisserie, c'est pas la chocolaterie, et elles ont toutes les 2 fait de la chocolaterie juste pour avoir une corde de plus à leur arc et être capable de faire des plus jolis gâteaux avec du chocolat dessus. Mais toutes les 2, leur rêve c'est la pâtisserie et donc toutes les 2 elles sont parties. Et justement une de mes amies hier, ma 2e apprentie historique a fait son dernier jour la semaine dernière. Et une de mes amies m'a dit alors est-ce qu'elle va te manquer? Et je lui dis alors, la question se pose pas en ces termes-là en fait, c'est dans l'ordre des choses. Elle a toujours voulu faire de la pâtisserie, elle était là pour 1 an, elle va vivre son rêve. Et donc j'ai jamais cherché à retenir mes apprentis en sachant qu'ils avaient un autre rêve. Par contre, aujourd'hui j'en ai trouvé une dont le rêve c'est la chocolaterie, j'espère que je vais la retenir. Les jeunes, j'ai envie de leur dire suivez votre rêve, soyez persévérants. Il faut pas lâcher à la première difficulté. Donnez-vous les moyens c'est-à-dire que suivre son rêve, c'est pas forcément facile. Mais ces recherches qui sont un petit peu dans l'air du temps sur l'ikigai, sur trouver du sens, je trouve que c'est hyper important parce que justement 40 ans de carrière, c'est l'essentiel de notre vie.
Je passe énormément de temps au boulot. Je passe plus de temps au travail qu'à la maison, et donc c'est primordial d'aimer ce que je fais. Et aujourd'hui, je suis parfois épuisée, notamment à la période de Noël. En fait, c'est un rythme effréné où je travaille 12 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est un rythme de fou. Mais j'adore ce que je fais et je suis heureuse. Donc voilà, ça rejoint un petit peu j'ai hâte de pouvoir parler à des jeunes dans le cadre du réseau 100 000 entrepreneurs. J'aime beaucoup le discours que le réseau 100 000 entrepreneurs veut faire passer, c'est-à-dire entreprendre, c'est faire en sorte d'avoir la vie qu'on veut. Ça n'a rien à voir avec la création d'entreprise finalement. Tu disais que tu avais des périodes très fatigantes et tu dois tenir dans la durée, tu dois préparer la prochaine période qui arrive dans quelques mois. Comment est-ce que tu te ressources ? Je me ressource de plusieurs façons. Alors, de façon assez rigolote, je me ressource en faisant des fichiers Excel. Ça, c'est ma zone de confort, en fait, de mon ancien métier. C'est-à-dire que j'étudie mes résultats. Je manipule mes données dans tous les sens pour les analyser et piloter mon entreprise. Ça te ressource. Ouais, en fait. Ça, on l'avait jamais entendu, je crois. C'est assez rigolo, mais c'est ce que j'aime faire. En fait, là, j'approche de la fin de mon exercice parce que j'ai un exercice décalé. Et donc, c'est un peu mon jeu de l'été qui me permet de me préparer à la rentrée suivante et qui me permet de mettre au point mon plan d'action pour l'année suivante. Je me fais beaucoup accompagner par des professionnels. J'ai longtemps eu une psy. Alors ça, c'était avant de faire du chocolat. Après, j'ai eu ma conseillère en bilan de compétences. Ensuite, j'ai été beaucoup faire de l'acupuncture. Ou bien j'ai beaucoup été voir mon ostéopathe qui fait aussi de la gestion des émotions. Et en fait, je me mets au point des rendez-vous avec moi-même et avec un thérapeute, et on va aller travailler un sujet. J'ai oublié, mais j'ai aussi, avant ma reconversion, beaucoup travaillé avec une diététicienne que j'aime beaucoup, que j'admirais beaucoup à l'époque. J'étais peut-être un peu jalouse, pour revenir au sujet de Christy, parce que justement, elle avait réussi à se reconvertir. Et ça peut aussi être quelqu'un d'intéressant à interviewer ici. Elle s'appelle Ariane Grimbach. C'est grâce à elle que je suis allée voir Christy la première fois. Bref, voilà, ces rendez-vous avec moi-même accompagnés sur un sujet, ça m'a toujours fait du bien. En ce moment, j'en ai plus et je suis en train de me dire qu'il faut que je me trouve un nouveau sujet. Et je me garde mes lundis très souvent. Et le lundi, c'est un temps pour moi de repos, de déjeuner avec une amie ou un ami. J'en profite pour aller au sauna, si je suis dans le coin de mon sauna préféré. Et puis, je travaille un peu à la maison. Voilà, ça devient assez sacré, les lundis, pour moi. Très bien. Est-ce que tu serais en mesure de nous donner ta propre définition des compétences comportementales dont on a beaucoup parlé ? Alors, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais tu en as cité plein. J'ai parlé de bienveillance, de fermeté, persévérance, c'est vrai. Et plein d'autres. Tu verras, quand j'aurai monté, je te les listerai. Ouais. Et très spontanément, t'en as cité plein. D'accord. Donc toi, ces compétences-là, comment est-ce que tu les définis ? Si tu peux, hein. Par exemple, je prends une compétence et je te la définis. Ou les compétences comportementales. Tu vois, toutes ces compétences-là qui sont des compétences qu'on met en œuvre pour travailler.
Ce ne sont pas des compétences techniques, ce sont toutes les autres compétences. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ces compétences-là? C'est du savoir-être. Ouais. Je sais pas si je vais répondre vraiment à ta question, mais ce à quoi je pense, c'est ce que je trouve génial dans l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est un outil de développement personnel fabuleux. C'est-à-dire que depuis que j'ai créé mon entreprise, j'ai été confrontée à mes peurs, j'ai été confrontée à mes contradictions. J'ai dû surmonter tout ça. Parce que si je surmontais pas ça, je faisais couler ma boîte, très, très bêtement. Et c'est génial, en fait. J'ai appris à aller au-delà de ma peur. J'ai appris à être de plus en plus alignée avec moi-même. Je dois être encore bourrée de contradictions, mais il y en a certaines fondamentales qui sont plus là. J'assume de plus en plus en fait qui je suis et ce que je fais. Et ça, c'est l'entrepreneuriat qui me l'a donné. Et je trouve ça génial. En fait, c'est toutes ces compétences, c'est du savoir-être et c'est aussi du savoir qui on est et l'assumer, je pense. Très bien, c'est une belle définition, je trouve. Merci. On arrive à la fin de notre conversation. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à ton jardin chocolaté? On peut me souhaiter que mon jardin chocolaté continue de se développer comme il le fait, tout en me gardant mon équilibre, sans mettre mon équilibre en péril. Et en fait, mon jardin chocolaté, comment dire, j'ai pas d'enfant. J'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Et quand j'ai travaillé sur mon bilan de compétences, il y avait quelque chose aussi que je cherchais, dont j'ai pas parlé, c'est justement, quitte à pas avoir d'enfant, autant que j'ai un job qui me donne tout. Bon, c'est pas mon bébé, mais un petit peu quand même. Et c'est assez rigolo. J'utilise assez souvent quand même les références, enfin des analogies. Donc, je sais plus, il y a 3-4 ans, je considérais que mon jardin chocolaté, c'était un enfant qui apprenait à marcher. L'an dernier, il y a eu un moment un peu difficile où je me suis demandé si c'était une boîte qui allait continuer ou pas. Et donc, j'ai envisagé la fin. Ça a été très dur. Et en même temps, je pense que c'est un peu comme quand un enfant devient adolescent et que son parent se rend compte que l'enfant est à part et n'a plus besoin de nous. Et mon jardin chocolatier est devenu une entité à part qui peut vivre sans moi et je peux vivre sans elle. Finalement, c'est très libérateur, je trouve, cette prise de conscience. Donc, ce que je souhaite à mon jardin chocolaté, c'est qu'il devienne adulte et qu'il finisse par voler de ses propres ailes. C'est très beau, merci. Voilà. Merci de ce partage. Merci Karine. Merci Perrine. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer? Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent Précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant 4 types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.